Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala ashrafil mursalin. On arrive donc à la troisième partie et la dernière partie concernant les relations physiques entre contraintes et déformations, ou bien ce qu'on a appelé donc les fameuses lois de Hooke. Donc on essaie de terminer avec un récap général de ces relations-là et à la fin donc on essaie de voir quelques exemples qu'on a l'habitude de les traiter donc de façon simple en théorie de la hertzienne classique. Donc, je rappelle que la contrainte doit être liée à la déformation pour que je puisse résoudre le problème complet de la théorie d'élasticité. Je vous ai dit qu'un problème, en général, il commence par, je prends mon stylo, il commence par des efforts extérieurs pour arriver donc à calculer un déplacement. Donc ça, c'est mon problème là. On a vu que entre les efforts extérieurs et la contrainte qui sont des efforts internes, il y a une relation d'équilibre si le point est sur la surface, et sur le volume, pardon, et des conditions limites si le point est sur la surface. Donc là, à partir des contraintes, on a des déformations par les lois de comportement. Bien sûr, les déformations sont liées au déplacement par les fameuses lois de compatibilité qui sont 6 équations. 3 équations d'équilibre, 6 équations de compatibilité et 6 équations de loi de comportement. Alors, je reviens juste en arrière pour dire que les contraintes toutes seules ne veulent rien dire, les déformations toutes seules ne veulent rien dire. Il faut que ça soit des forces extérieures vers les déplacements en passant par les déformations et les contraintes. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est cette relation-là qu'on appelle en général les lois de comportement d'une façon générale ou bien les relations contraintes-déformation. Ces lois, bien sûr, dépendent de la nature du matériau. D'accord? On va voir comme titre indicatif que même le fluide est considéré comme un matériau. C'est vrai qu'en structure, on n'a que des solides, mais le fluide lui-même, il est considéré comme un matériau, où il y a même les gaz qui sont considérés comme un matériau. Donc là, ces lois de comportement que sont, je rappelle, ce sont des lois purement expérimentales, vont relier la contrainte à la déformation. Donc, je rappelle un petit peu la théorie des contraintes. La théorie des contraintes, on a vu que généralement, c'est deux types d'équations. C'est une équation du type équilibre entre la force extérieure grand X, grand Y et grand Z et les fameuses équations de conditions limites entre grand X bar, Y bar et Z bar. Grand X, grand Y, grand Z, c'est les forces de volume. Bien sûr, cette loi, elle peut être généralisée même en dynamique en ajoutant donc une partie de l'accélération. Mais on a vu que pour nous en statique, ceci est égal à 0, donc la somme, le deuxième terme est égal à 0. Grand X bar, grand Y bar et grand Z bar sont les composantes d'une force extérieure de surface appliquée sur la surface de la structure et on a donc les fameuses conditions aux limites. Ça, c'est la partie contrainte, si vous voulez, et on a vu que le tenseur de contrainte est un tenseur donc symétrique où les contraintes tangentielles sont égales. Taux xy est égal à taux yx, taux xz c'est taux zyx et taux yz est égal à taux zy. En ce qui concerne la déformation, ce qui nous a intéressé dans la déformation, c'est les relations entre la déformation et le déplacement, d'accord, où on a défini epsilon x, epsilon y, epsilon z, gamma xy, gamma xz et gamma yz sont toutes définies par rapport à 3 champs de déplacement, U en fonction sur la distance sur l'axe x, V sur l'axe y et W sur l'axe z. D'accord? Mais on a dit qu'en général, ces fonctions de déplacement ne sont pas quelconques parce que je dois avoir une déformation et un déplacement. Pour cela, donc, j'étais obligé de vérifier ce qu'on a appelé la continuité dans le matériau ou bien les fameuses équations de compatibilité qui s'écrivent donc comme celle-ci avec les 6 équations qu'on a. Donc ça, c'est la déformation. La contrainte tout seul. Maintenant, il faut les lier. C'est ce qu'on appelle donc les lois de comportement. Alors, les lois de comportement, d'une façon générale, c'est ça. Une loi de comportement, c'est ça. D'une façon générale. C'est-à-dire, il faut que j'arrive à tracer la contrainte sigma en fonction de la déformation epsilon.
D'accord? Quel que soit le type de sigma et de epsilon, on trouvera donc un graphe quelconque. Ça, c'est vraiment un graphe quelconque où on essaie de relier sigma et epsilon. Il faut pas, donc, il faut voir que je peux avoir plusieurs zones dans ce graphe-là. Par exemple, dans cet exemple-là, j'ai une zone qui commence par une droite, d'accord? C'est là en noir, d'accord? Lorsque je termine cette zone en droite, pardon, j'arrive donc à un autre comportement quelconque, d'accord? Soit en rouge, soit en bleu, donc il va faire une hystérésis. Le noir, la ligne droite en noir, vous remarquez qu'il y a deux flèches, une qui va monter et une qui va descendre. Ça veut dire que si je charge et je décharge, je prends le même chemin. Ça, c'est l'élasticité. En plus, c'est une droite, c'est une élasticité linéaire. Au-delà d'une certaine valeur, je peux avoir donc n'importe quel comportement. En rouge, par exemple, c'est une plasticité et en bleu, c'est une viscosité dans le cas des milieux visqueux. Je peux arriver donc jusqu'à un point final où je peux avoir la rupture de mon matériau donc de façon générale. Donc là, c'est un schéma complet que on essaye vraiment de le trouver expérimentalement. D'accord? Et c'est ça le but des lois de comportement. Je répète, chaque matériau a sa propre loi de comportement. Maintenant, vous savez très bien que au laboratoire, je peux mesurer deux paramètres. Je peux mesurer la force en ayant des capteurs de force et je peux mesurer le déplacement en ayant un capteur de déplacement. D'accord? C'est ce que je peux mesurer dans un laboratoire. Mais vous savez très bien que je peux passer d'une force à une contrainte par le biais d'une surface et je peux passer d'un déplacement à une déformation par le biais d'une longueur. Donc ça ne me pose pas de problème. Je peux toujours calculer une contrainte qui est égale à la force sur la surface ou bien une déformation qui est égale à un déplacement sur une longueur. Ça, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est que je calcule F et T d'une façon générale dans un laboratoire. Maintenant, vous voyez que j'ai deux types de contraintes et deux types de déformations. J'ai des contraintes qui sont liées à la surface initiale S0 et j'ai des contraintes qui sont liées à une surface intermédiaire S. Vous savez maintenant que si vous faites un essai de traction, d'accord, classique, un essai de traction, je vais tirer avec F, sûrement que l'éprouvette va se déformer. D'accord? Donc, ce qui veut dire qu'elle va se rétrécir sur les latéraux et elle va s'allonger sur la longueur. D'accord? Le problème qui se pose, c'est que si je reviens à la contrainte, quelle surface je vais utiliser? Est-ce que je vais utiliser la surface initiale ou bien la surface après déformation? Et c'est ça la différence entre ce qu'on appelle la contrainte nominale et la contrainte vraie ou bien la contrainte naturelle. D'accord? Maintenant, si je suis dans la phase élastique linéaire, on a dit que les déformations sont très petites. Ce qui veut dire que la surface S ou S0, c'est presque la même chose. Donc, c'est pour ça que dans la partie élastique linéaire, on confond les contraintes et on prend une contrainte nominale ou bien une contrainte naturelle vraie, presque la même chose pour la déformation, epsilon avec epsilon. Mais maintenant, dès que le point n'est plus élastique linéaire, il va vers un comportement non linéaire comme celui en rouge. Maintenant, il y a une différence dans le changement de la géométrie. Et S n'est plus égal à S0, S va être différente de S0. Comme L va être différent de L0. Donc, vous voyez que maintenant, l'effet entre les différences de longueur ou bien entre les différences de surface va être important parce que le changement de la géométrie va être un changement important. Et c'est pour ça que maintenant, la contrainte sigma qui est égale à F sur S, c'est-à-dire sur la surface déformée, va être supérieure à la contrainte sigma n qui est égale à F sur S0. Bien sûr, parce que S devient petit par rapport à S0, c'est pour ça que sigma augmente. La même chose pour epsilon, qui est donc une déformation naturelle. Donc, elle va être, puisqu'elle va s'allonger, d'accord, la déformation va être inférieure à epsilon. Vous voyez donc, c'est juste pour avoir une idée sur cette définition entre ce qu'on appelle les contraintes nominales et les contraintes
naturel ou vrai. D'accord? Là, donc, il faut faire attention d'une façon générale. Mais pour nous, dès qu'on est en élastique linéaire, il n'y a pas de problème. On fait la même chose entre sigma et sigma n ou bien epsilon et epsilon. Voilà. Alors, quelques lois de comportement. Je vais parler un peu de fluide. C'est bien de connaître ces choses-là. C'est vrai que ça sort un peu de notre sujet, mais c'est bien de connaître ces choses-là. Parce que vous avez l'habitude de voir ça en mécanique des fluides et vous n'avez pas fait attention du point de vue comportement. Un fluide se distingue du solide par le fait que le solide a une forme propre, le fluide n'a pas. Le solide résiste à un cisaillement, le fluide n'y résiste pas. C'est-à-dire il s'écoule sous l'effet d'un cisaillement. Le tenseur des contraintes pour un fluide, c'est un tenseur sphérique, c'est-à-dire j'ai que les composantes de la diagonale. Il peut être quelconque pour un solide. D'accord? Dans le fluide, il y a les gaz et les liquides. Les liquides sont connus par faiblement compressibles et ne remplissent pas tout l'espace offert, alors que les gaz sont compressibles et remplissent tout l'espace offert. Tout ça, c'est du point de vue comportement. Pour les fluides, l'état de déformation est beaucoup plus caractérisé par une vitesse de déplacement. Vous savez que si je prends un fluide, ce n'est pas intéressant de prendre un point du fluide en train de se déplacer. Ça n'a pas de sens, sinon il ne s'arrête pas. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on prend comme variable dans le cas des fluides? On prend la vitesse du déplacement d'une façon générale parce que c'est la vitesse qui nous intéresse. D'accord? Et puis, la loi de comportement des fluides traduit une relation entre le tenseur des contraintes et le tenseur des vitesses de déformation. D'accord? Un fluide est connu par sa compressibilité, c'est-à-dire le fameux, je suis sûr que vous avez vu ça, donc le coefficient de compressibilité, et il est connu par sa viscosité. D'accord? Si on néglige la viscosité, on dit que le fluide est parfait. Ça, c'est des données. Alors, on vient au comportement maintenant de solide. Le comportement classique qu'on utilise, c'est le milieu élastique. Et on a vu que la notion d'un milieu élastique, c'est la notion où je charge ou je décharge sur le même chemin. C'est-à-dire, si je prends ici une déformation, je dois avoir une seule contrainte. D'accord? La loi est bijective entre la contrainte et la déformation. Un seul état de déformation avec un seul état de contrainte. D'accord? Ça, c'est l'élasticité. Si maintenant si maintenant vous ajoutez un comportement linéaire entre les deux, on l'appelle l'élasticité linéaire, on l'a vu, c'est le modèle le plus simple qui est utilisé et c'est le modèle de Young. Bien sûr, si vous êtes sur un axe sigma epsilon, la pente de cette droite, c'est le fameux coefficient de Young E. Maintenant, certaines ajoutent à ces hypothèses le fait que ce soit homogène et isotrope et on l'appelle l'élasticité classique comme définition globale entre élastique, linéaire, homogène et isotrope. Alors, on a déjà vu ces termes-là et on a dit que l'homogénéité implique que les lois contraintes de déformation sont les mêmes en tout point du milieu et l'isotropie implique qu'il n'y a pas de direction privilégiée du point de vue mécanique, c'est-à-dire, quelles que soient les directions, vous aurez toujours les mêmes propriétés mécaniques d'une façon générale de votre matière. Voilà, donc ça c'est quelques comportements classiques. Il y a d'autres comportements, ça c'est l'élasticité classique linéaire, c'est une élasticité qui est très utilisée donc en général dans les structures que vous allez rencontrer souvent. Il y a d'autres comportements, il y a les comportements plastiques. Les comportements plastiques diffèrent des comportements élastiques par le fait qu'ils passent par un chargement donc suivant une courbe, et puis lorsqu'ils veulent décharger, ils reviennent par une autre courbe. C'est-à-dire qu'ils ont, entre le chargement et le déchargement, une quantité de déformation qu'on appelle la déformation permanente. Ça, c'est un comportement plastique d'une façon générale. Vous aurez l'occasion de le voir dans les lois de comportement, je pense, en M2. D'accord? Donc là, ça diffère de l'élasticité. La plasticité, c'est monter par un chemin et descendre par un autre chemin en créant cette déformation permanente qui ne s'annule pas. D'accord? Oh, alors, je vais essayer d'être rapide parce que finalement, donc, on n'aura que 40 minutes pour terminer. Donc, l'option a été enlevée et on va essayer d'être... Donc là, les milieux plastiques parfaits, c'est une droite, parfait.
Les milieux plastiques, les milieux purement plastiques, donc c'est une droite une pente vers le haut, et puis les milieux élastoplastiques parfaits, donc ça monte en élastique, puis suite une droite constante, et les écrouilles, une élastique, et puis une deuxième droite. Voilà. Les milieux visqueux sont liés, comme j'ai dit, beaucoup plus par la déformation, si vous voulez, par le rapport entre la relation entre la contrainte et la vitesse de déformation. C'est pour ça que je dis que c'est un milieu donc, qui nécessite beaucoup plus la définition de la vitesse de déplacement au lieu du déplacement. Voilà. J'espère qu'on aura le temps. Je vais continuer, si vous voulez, jusqu'à ce que le temps s'arrête. Il nous reste quand même 8 minutes à peu près, mais je vais continuer. Si le temps s'arrête, ça veut dire qu'on ne peut plus continuer avec cette application. Mais ça fait rien. On aura l'occasion donc de... Alors, première application, c'est ce qu'on appelle l'extension simple. C'est une traction simple. On a donc une poutre soumise à une contrainte sigma x constante. On n'a que du sigma x qui est égal à sigma. Sigma y, sigma z, x, y, x, z, y, z sont nuls. D'accord? Donc, seule la partie sigma x est égale à 0. Dans ce cas, je peux facilement calculer, vérifier les équations d'équilibre, je peux vérifier toutes les conditions en limite et je peux déterminer mon déplacement. D'accord? Donc, les équations d'équilibre sont satisfaites parce que sigma x est constante, les autres sont nuls. Donc, si vous dérivez une constante, vous aurez trouvé 0. X bar est égal à y bar est égal à z bar est égal à 0. Les forces de surface et de volume sont négligeables. Donc, les conditions d'équilibre sont satisfaites. Les conditions limites, donc on les a ici, parce que c'est une surface latérale, et donc on voit que la charge latérale, si vous calculez ça, vous refaites le calcul, vous allez trouver que ça soit suivant la normale ou suivant la tangentielle, elles sont nulles, ce qui veut dire que ma charge latérale ici, elle est à la charge latérale, donc j'ai cette charge latérale, celle-là en haut et celle-là en bas, donc qui est donc des charges latérales, c'est-à-dire c'est tout ce cercle-là, si vous voulez. Elle n'est pas chargée, donc on la vérifie par les conditions aux limites, ce qui veut dire que la condition de non-changement de la surface latérale est vérifiée. D'accord? Maintenant, ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est la flexion d'une poutre. La flexion pure d'une poutre, vous savez, la flexion pure, c'est uniquement des moments donc, aux extrémités qui définissent la flexion. D'accord? Les moments sont dus à quoi? En général, c'est des moments donc, qui sont dus à... Pardon, donc, je reviens sur mon exemple, celui-là. J'ai dit que j'ai que de sigma constant. Je reviens à l'extension simple, pardon. Sigma est constant, donc je peux calculer les déformations, epsilon x, epsilon y et epsilon z, par les lois de Hooke, sigma sur E, moins nu sigma sur E, moins nu sigma sur E, les gamma sont. Si je sais que epsilon x est égal à du sur dx, epsilon y dv sur dy, epsilon z c'est dw sur dz, si j'intègre simplement, je vais trouver donc E qui est donc celui-là, sigma sur EX, V c'est moins nu sigma sur EY et W c'est moins nu sigma sur EZ. D'accord? Par intégration, et vous aurez un champ de déplacement. D'accord? Ça, c'est simple comme exemple. Je reviens donc à mon problème de flexion pure d'une poutre. J'ai dit la flexion pure, c'est deux moments à droite et à gauche, et on a dans ces deux moments, donc des moments qui MR, il est suivant une flexion Y, MY, et suivant une flexion Z, MZ. D'accord? Donc, c'est pour ça que MY E2 plus MZ E2 et celui de gauche, donc il est négatif, celui de droite pour avoir l'équilibre. D'accord? Ce cas-là est, par expérience, c'est un cas où uniquement sigma x est différent de 0. Ça ne veut pas dire qu'elle est constante, mais qu'elle est différente de 0. Toutes les autres contraintes sont nulles. C'est-à-dire que j'aurai ce type de schéma, sigma x, qui définit un petit peu mon comportement ou mon tenseur de contrainte. Vous voyez ici que pour avoir un moment, sigma x s'est appliqué sur un point, donc c'est une surface dA, d'accord, quelconque. Il est appliqué sur cette surface dA. Vous savez que pour obtenir la force, je multiplie sigma x par la surface, donc dA. Ça me donne sigma x fois dA, donc c'est la force élémentaire dF. Et si je veux avoir un moment,
je multiplie par le bras de levier, celui-là qui est Z. D'accord? Ça me donne Z fois X fois dA, c'est le petit moment que je cherche. Maintenant, puisque j'ai plusieurs sigma X, je fais la somme, c'est-à-dire une intégrale sur toute la surface dA que je connais. Mais c'est ça l'idée générale, donc c'est la contrainte sigma X qui devient une force en la multipliant par dA et qui multiplie par un bras de levier qui devient un moment. C'est le tenseur de contrainte que j'ai. Donc voilà, ça me donne, les équations d'équilibre sont vérifiées, d'accord? Les équations de Hooke, je peux les déterminer, d'accord? Or, dans les équations d'équilibre, je sais que toutes les composantes s'annulent, sauf que d sigma x sur dx, puis sigma x est différent de 0, j'aurai d sigma x sur dx égale à 0. Si je l'intègre ça, je peux déterminer donc sigma x en fonction de y et z, puisque je dérive par rapport à x. Si j'intègre par rapport à x, j'aurai une constante en y et z. La loi de Hooke, donc, c'est simple. J'aurai ces trois quantités, epsilon x, epsilon y, epsilon z, et les gamma sont nuls. Dans ce cas, donc, je peux vérifier les conditions de compatibilité. Il suffit de remplacer les epsilon x, epsilon y et gamma x, et vous aurez donc deux autres équations. Celle-là, d2 sigma sur d2 y2 est égal à 0, d2 sigma sur d2 z2 est égal à 0, et d2 sigma sur dy dz est égal à 0. D'accord? Ça veut dire que je n'ai pas de constante en y2, je n'ai pas de constante en z2, et je n'ai pas de constante en y et z. Si j'intègre ces trois équations, j'obtiens sigma yz est égal à alpha plus bêta y plus gamma z, où alpha, bêta et gamma sont des constantes quelconques. D'accord? Donc là, je peux continuer et calculer. Si je veux calculer un effort normal ici, sigma x, l'effort normal, c'est l'intégrale de sigma x sur d. Avec maintenant sigma yx qui est égal à alpha plus bêta y plus gamma z, je peux déterminer Rx égal à alpha fois A. Bien sûr, Ry suivant y, elle est 0, et suivant z égale 0. Le moment autour de x est 0. J'aurai deux moments, un autour de y, donc c'est z fois sigma x, et un autour de z qui est y fois x, sigma x. Pardon. Là, donc, je répète, le moment, c'est la force sigma x fois dA, parce que c'est une force multipliée par le bras de levier. Un bras de levier suivant z et un bras de levier suivant y, donc, pardon, suivant y pour avoir donc le deuxième moment. Vous avez remarqué qu'on a deux flexions ici. On a la flexion suivant y et la flexion suivant z d'une façon générale. Donc là, je peux déterminer tous les efforts concentrés au niveau des extrémités, d'accord? Et avec des valeurs comme celui-là, donc c'est les moments d'inertie suivant y, celui-là, c'est le moment d'inertie suivant z, je peux calculer donc ces efforts-là. Et j'aurai donc à part condition limite, je peux facilement donc calculer les constantes bêta et les constantes gamma. Bien sûr, avec alpha qui est égal à 0 parce que je n'ai pas de réaction suivant x. D'accord? J'aurai donc la contrainte que je cherche, sigma x, c'est my sur yz moins mz sur izz y. Normalement, c'est une expression que vous connaissez bien. Si vous éliminez cette flexion-là, vous êtes dans la théorie des poutres, vous voyez que sigma, c'est égal à mz sur y, un résultat que vous connaissez bien en théorie des poutres. D'accord? Supposons que mz est nul par simplicité, je simplifie la deuxième flexion, j'aurai donc, si vous voulez, cette équation. Donc j'aurai ces expressions en x, epsilon y et epsilon z, des expressions que je peux calculer facilement. D'accord? Il suffit maintenant d'intégrer, si epsilon x c'est du sur dx, epsilon y c'est dv sur y, epsilon z c'est dw sur dz, et j'aurai les trois fonctions de déplacement donc, de cette poutre en flexion pure. Les alpha i sont des constantes d'intégration obtenues par les conditions limites. D'accord? Alors, ce que je vous demande s'il vous plaît, parce que le temps maintenant est en train je pense que ça va se terminer. S'il vous plaît, je vous demande de refaire le problème de la torsion. Il est complètement exposé ici. Je vous demande de le refaire et de me retrouver donc vos équations de la RDM classique concernant les équations. Voilà.
D'accord? Alors, je préfère m'arrêter ici. Donc, la prochaine fois, le mardi prochain, Inch'Allah, on va faire 2 applications comme TD si vous voulez. Donc, pour terminer ce chapitre-là, on fera 2 applications. Les 2 applications, vous les avez donc d'une façon générale. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais, c'est un peu vite, mais on essaie donc de profiter des avantages de la technologie.